Salut, vous regardez Campus Channel et on est ici pour une heure de chat décomplexé avec Télécom Sud Paris pour un live spécial admissible. Christophe Ding, le directeur de Télécom Sud Paris, et Carole Fogarassi, un élève en deuxième année, attendent vos questions. On va commencer tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez 1 minute top chrono, c'est parti. Télécom Sud Paris est une grande école d'ingénieurs positionnée sur le numérique, l'ensemble du numérique et ses applications. Elle est située à Évry, en région parisienne, donc dans une des plus grandes régions d'Europe. Elle partage son campus avec Télécom École de Management, ce qui donne à son projet pédagogique et à sa vie associative et de campus une richesse particulière. Elle fait partie de l'Institut Mines Télécom et est membre fondatrice de l'Université Paris-Saclay, ce qui nous permet d'avoir des programmes ambitieux. Nous offrons des formations donc dans le domaine du numérique et de ses applications et qui peuvent vous intéresser si vous êtes intéressé par les sciences ou par les usages des sciences et leur développement dans de nombreux secteurs, ou également si vous êtes intéressé par de l'entrepreneuriat, puisque le domaine du numérique sera un lieu de création d'entreprises ces prochaines années et durant toute votre vie professionnelle. Eh bien, vous avez fini pile dans les temps, on va pouvoir passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent juste ici. Allez à la régie, on envoie la première question. Elle est pour toi, Carole. Salut, as-tu hésité avec l'ENSIMAG, excuse-moi, avant de venir ici? Pour être honnête, absolument pas. Pour différentes raisons. La première et la plus évidente, c'est que je ne voulais pas faire de l'électromagnétisme, mais bien m'orienter vers une école qui, d'une part, permet de travailler dans le secteur du numérique et d'autre part, qui favorise l'entrepreneuriat avec l'un des meilleurs incubateurs de France. Et sinon, est-ce que tu avais visité avec d'autres écoles de manière générale? Est-ce que j'avais hésité avec l'école navale et avec des centrales. Et finalement, j'ai porté mon choix et mon dévolu sur Télécom Sud Paris. Pourquoi? Parce que tu parles de l'incubateur, etc., mais tu ne savais peut-être pas forcément tout ça au moment de la sélection aussi? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris lorsque je suis arrivé à l'école, comme la plupart des étudiants. On découvre notre campus quand on y arrive. Pour autant, il y a des choses que l'on sait et ce sont ces choses-là qui m'ont permis de le décider. Donc d'une part, l'incubateur, l'IMT Starter, qui est le 4e incubateur de France, qui a de très belles pépites, d'où sont sortis par exemple showroomprivé.com. Et puis, ce qui m'a plu également, c'est la proximité avec TEM, Télécom École de Management, qui permet une vraie mixité entre des étudiants managers et des étudiants ingénieurs, une mixité de tout point de vue. Alors du coup, sur ces deux points, est-ce que tu as bénéficié toi-même de l'incubateur? Ensuite, je demanderai donc par rapport à Télécom École de Management, est-ce que tu l'as vu? Mais d'ailleurs, d'abord sur l'incubateur, toi tu en as bénéficié, tu peux en bénéficier? Première question sur l'incubateur, effectivement j'en bénéficie puisque j'ai monté ma start-up avec l'un de mes amis de l'école et nous sommes aujourd'hui dans cette structure. Et comment s'appelle cette petite start-up? Cette petite start-up change de nom quasiment toutes les semaines. C'est très compliqué de trouver un nom. À l'état actuel des choses, elle s'appelle Roro Sport. Et pour votre deuxième question? C'était le lien avec Télécom École de Management. Est-ce que tu en as bénéficié toi? Exactement, et j'en bénéficie à tout point de vue. Et je vous citerai 3 points. Le premier, c'est que mon collaborateur avec qui je monte ma start-up vient de TEM. Le deuxième, c'est que l'esprit d'entreprise vient aussi de l'école de management et c'est la fusion, la synergie entre ces deux écoles qui permet de développer vraiment cet esprit-là. Et puis le troisième point, c'est tout simplement l'esprit. L'esprit qui n'est pas un esprit pur ingé, qui n'est pas non plus un esprit pur manager, mais qui est un esprit mixte, un esprit hybride qui aujourd'hui est une qualité dans le monde du professionnel. Ok, je vais laisser prendre la question suivante. Bonjour, est-ce qu'il est possible d'avoir une bourse si on est étranger? Alors, c'est possible pour ceux qui passent le concours. C'est-à-dire que nous avons pris des dispositions pour que ceux qui passent le concours puissent être, s'ils ont des difficultés financières, traités comme les étudiants français. En revanche, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes pour ceux qui n'ont pas de difficultés financières entre les Français et les étrangers du fait du politique de... Alors expliquez-nous un peu ça, à quel genre de bourse on peut avoir droit, combien les frais peuvent-ils être réduits? Alors, on peut aller jusqu'à une annulation des droits et frais en fait, et s'il y a vraiment des difficultés, on peut avoir des aides ponctuelles. Et de manière générale, les Français et les étrangers payent-ils exactement les mêmes frais de scolarité?
Il y a une différence, comme je Oui. le disais tout à l'heure. Un Français va payer 2600 et un étranger 4600 euros. Ok, bon, on va pas passer à la question suivante. Qui arrive? Le débouché le plus courant ici, ce sont les opérateurs téléphoniques. Alors, Ça te fait rire, Carole, mais vous vouliez intervenir, Christophe? Non, mais non, opérateur téléphonique, je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent encore ce terme. Les opérateurs qui sont des grands acteurs du domaine du numérique recrutent bien évidemment un certain nombre de personnes chez nous. Maintenant, il y a tellement de secteurs qui recrutent que ce sont les opérateurs en tant que tels, c'est moins de 5% de la promotion. Ok. Ça te faisait rire, du coup, Carole? Oui, ça me fait rire parce que c'est une question qui revient souvent. Elle est attachée effectivement au nom télécom, qui est davantage une marque historique. Moi, je me plais à dire que à mes amis qui sont dans d'autres écoles, est-ce que vous continuez à creuser des mines ou est-ce que vous produisez des centrales électriques? Ceux qui sont nos ponts font souvent aussi des ponts. Exactement. Ça vient pas non plus Exactement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est davantage un héritage historique. Et après, voilà, c'est tout. Et si du coup on reste sur les questions de secteur, de débouchés en général, si on ne va pas que dans les télécoms, où est-ce qu'on va? Est-ce que vous pouvez nous faire un peu les grands classiques? Alors, les grands classiques, c'est quand même que le domaine du numérique, si on ne le réduit pas qu'aux télécoms, est vaste. Et donc là, on va avoir à peu près la moitié de la promotion qui va être dans des fonctions de production de technologies, de services assistés par les technologies. Donc, en gros, dans le domaine du numérique, mais qui peut aller jusqu'à le domaine des médias. Le domaine des médias, pour une grande part, c'est aussi de la communication numérique maintenant. Après, vous avez beaucoup de secteurs applicatifs dans lesquels vous allez donc dans des banques, dans des entreprises d'énergie, etc., qui vont avoir des besoin de gens qui sont capables de leur apporter une expertise dans le domaine du numérique, sachant qu'ils ont tous des défis de transformation en utilisant ces technologies. D'accord, donc d'abord numérique, mais pas que. Et si on parle un petit peu des postes, plus concrètement, est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-uns qui sont les postes qui recrutent le plus? Alors, les postes qui recrutent le plus, c'est vraiment le plus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre domaine, comme pour un certain nombre d'écoles, la position de conseil est importante puisqu'on est sur des compétences qui sont relativement rares à l'échelle de l'économie et donc les cabinets de consultants sur ces domaines-là mutualisent des ressources pour un grand nombre de clients. Et donc on a traditionnellement 30% de nos étudiants qui vont travailler au travers de la fonction de conseil. Okay. Après, je dirais qu'on peut avoir des chefs de projet, des chargés de mission technologiques, et donc jusqu'à des créateurs d'entreprises. Il y en a beaucoup des créateurs d'entreprises comme Carole? Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un taux important par rapport à notre taille. Il y en a combien? Parce que c'est quelque chose... Alors, bon an, mal an, je crois qu'il y a toujours 2 ou 3 équipes qui sont issues d'un exercice, notamment pédagogique, que l'on a sur le campus avec Télécom École de Management et une autre école d'informatique qui est à Évry également, l'ENSIE. Et ce qui permet à des équipes de se constituer, éventuellement de découvrir un projet ou de l'affiner. Et cet exercice en 2e année va créer des vocations qu'on va éventuellement accompagner. Et donc, 3 équipes, ça veut dire que pour les élèves de l'école, ça fait de 3 à 9 personnes. Okay. C'est une équipe de 5-6 mixte. Je pense qu'on pourra revenir sur l'entrepreneuriat de manière générale dans le live. Je vous laisse prendre la question suivante. Est-on bien intégré durant les premières semaines à Télécom Sud Paris? Je me permets de sourire parce que je suis au BDE et mon poste est le responsable de l'intégration. Ok, donc tu ne vas pas répondre donc non. Je ne peux pas dire non. D'intérêt sur je ne peux pas dire non. Effectivement, c'est délicat pour moi de répondre. Comment tu as vécu ton intégration à l'époque? Je l'ai vécu très bien. Alors ça ne veut rien dire très bien. Concrètement, c'est une semaine qui est absolument folle. Entre la nuit des associations, la semaine est répartie. Comment dire, vous avez chaque jour une association qui prend en charge la journée, qui promeut ses valeurs, qui défend ses principes et qui tente… Et ses activités.
et qui tente de montrer les activités qui sont possibles au sein du campus. Allié à ça, vous avez également les présentations des cursus, des séminaires. C'est une semaine pendant laquelle moi je n'avais pas dormi et je ne regrette absolument pas puisque c'est une semaine qui m'en a paru 4 tellement j'ai fait de choses. Pour ce qui est de l'intégration, c'est une valeur qui nous est très chère. Un peu. Oui, mais ça veut rien dire. Tout le monde va nous dire que c'est une valeur chère à tout le monde. C'est comme l'humanisme, c'est une valeur. Oui, bien sûr, personne ne va nous dire que c'est pas cher à lancer. Quand je dis que c'est une valeur très chère, la valeur qui nous est chère, c'est de faire vivre la vie du campus, qui est une vie très particulière parce qu'assez jeune, assez récente. Et qui surtout. Par rapport à d'autres écoles, si je peux me permettre, c'est qu'il y a un campus. Et il y a un campus habité par 2 écoles. Et vraiment, ceci fait que ça a un caractère où vraiment la vie associative est importante pour les élèves et que du coup, les élèves qui ont eu une bonne expérience la première année, y compris la période d'intégration, sont très volontaires pour accueillir d'une manière conviviale, festive, etc. Pas forcément obligé de ne pas dormir tout le temps. Oui, mais ça c'est mon caractère. Représentatif. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que les élèves ont envie de transmettre. Et d'ailleurs que les diplômés également apprécient de partager ensuite. C'est que non seulement ils ont partagé des études, ils partagent un diplôme, ils partagent beaucoup de choses, mais ils ont également vécu quelque chose qui les a rapprochés et sur lesquels il y a un attachement fort. Et 2 mots, si je puis me permettre, sur cette question-là, parce qu'elle me tient à cœur. Si je vous dis que c'est une valeur qui nous est chère, aujourd'hui on a un chiffre qui est très clair, c'est que 85% de la promotion est impliquée de façon active dans les associations. Ça veut dire quoi, active? Active, c'est-à-dire un poste dans un bureau ou alors passe un peu plus entre 2 et 6 heures de son temps par semaine sur cette association-là, sachant que beaucoup sont multi-associatifs. Et dernier mot pour conclure, il se trouve qu'à travers notre campus, nous avons la possibilité de donner des activités à tout le monde et à tous les goûts, puisque nous avons plus de 60 clubs et assos qui se répartissent de la vidéo à l'art en passant par la danse. Ok. Obtient-on un diplôme ou un certificat à l'issue d'un échange académique avec une université partenaire étrangère? Je dirais que ça dépend de son projet. Dans toutes les écoles d'ingénieurs, maintenant, il y a une obligation de séjour à l'international. Cette obligation, elle coïncide plus ou moins avec le projet professionnel de l'élève. Et donc, nous nous adaptons. D'abord, parce que l'échange académique, ce n'est pas juste la seule formule qu'on peut avoir. On peut aller à l'étranger en entreprise également. Mais si on fait un échange académique, suivant sa durée, suivant son projet professionnel, on ira vers le double diplôme ou juste l'échange de crédits. C'est-à-dire qu'on compte. Alors, précisons un peu ça. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on peut allonger son échange pour qu'il se transforme en double diplôme? En général, on le sait dès le départ. C'est-à-dire, dès le départ, en fonction de son projet, on se dit. Souvent un double diplôme c'est une spécialisation, donc il faut qu'il y ait coïncidence entre votre projet, la spécialité, l'endroit où vous voulez aller, etc. Et sinon, vous faites un échange parce que ça vous crée une expérience, mais qui est généralement un peu moins longue. Donc quand est-ce qu'on part à l'étranger? Alors, donc du coup, vous allez avoir des départs à l'étranger soit au 2e semestre de la 2e année. C'est-à-dire que de toute façon, en première année, c'est un cursus avec des bases communes pour tous les élèves. Et ensuite, vous êtes en situation de choisir au 1er semestre si vous allez partir au 2nd ou si vous allez partir plutôt en 3e année, justement avec cette idée de meilleure idée que vous avez du cursus que vous avez envie de dérouler. Carole, je me tourne vers toi. Tu es en 2e année. Quel choix as-tu fait? Moi, j'ai fait le choix de rester. Pour maintenir mes engagements, pour tenir mes engagements associatifs. Et donc, de fait, je ne suis pas parti, contrairement à beaucoup de mes camarades qui sont aujourd'hui à New York, à Dublin ou à Rio. Donc, c'est pas pour faire un double diplôme, c'est pour vis-à-vis du BDE, c'est ça? C'est une volonté de ma part et d'autre part, j'ai d'autres projets que ceux de partir. J'avais d'autres projets que ceux de partir en 2e année, puisque l'école offre également la possibilité de faire des doubles diplômes avec Sciences Po notamment. Ok. Qui t'intéresse? Qui m'intéresse. Et du coup, on n'est pas obligé de partir, c'est un peu libre choix pour l'élève, c'est ça? Ah non, par contre, on est obligé à un moment donné d'être parti en gros 3 mois à l'étranger. Donc ce qui veut dire que
y compris d'ailleurs pour ceux qui sont en projet de création d'entreprise, l'incubateur fait en sorte de trouver des moments où ils peuvent aller à l'étranger. On a un réseau de partenaires qui peuvent les accueillir pour qu'ils continuent à développer leurs propres projets. Alors, on va pas passer à la question suivante. Qu'est-ce que le projet Cassiopée? Alors, c'est peut-être quelque chose qui apparaît effectivement sur notre site. Donc, le projet Cassiopée, c'est un projet de deuxième semestre, de deuxième année. Une partie de notre pédagogie, c'est de mettre les étudiants en situation de mener par eux-mêmes les projets concrets qui vont leur permettre d'abord de travailler en équipe, de savoir travailler en équipe, d'avoir une certaine qualité de comportement, savoir gérer des projets, mais également d'apprendre par eux-mêmes sur tel ou tel sujet. Donc le projet Cassiopée, c'est quelque chose qui se déroule de février à juin et sur lequel chaque groupe d'étudiants, alors ça doit être 2 ou 3, je ne sais pas, voilà, 2 ou 3, va avoir un client qui va lui proposer quelque chose à faire. Et donc ça peut être très divers. Ça peut être de la recherche, quelqu'un va en profiter pour se sensibiliser à un domaine de recherche et voir si ça peut l'intéresser. Ça peut être le contact avec un industriel qui va lui proposer un sujet d'étude. Ça peut être aussi, entre guillemets, des utilisateurs du numérique qui ont envie d'avoir une étude ou un développement. Parce que c'était ma question justement, quelle liberté de choix est-ce qu'on a dans le sujet? Est-ce que c'est la libre association de l'administration? Comment ça se passe? Alors la liberté de choix, il y a 2 choses. Une offre, c'est-à-dire que nous faisons en sorte d'avoir des projets qui sont proposés. Et puis il y a une liberté de proposition. Et à la fin, chacun trouve le projet qui lui convient. Toi, tu as dû faire ce projet Cassiopée? Effectivement, j'ai ma soutenance mercredi. Et les projets sont assez vastes. Tu l'as fait sur quoi, toi? Moi, j'ai fait un Cassiopée qui, qui emprunte une voie de traverse, dans la mesure où je valide mes engagements associatifs, à savoir le week-end d'intégration, dont j'étais responsable, et puis différentes responsabilités. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que certains projets Cassiopée offrent des expériences uniques, et je pense notamment à 3 amis qui, l'an dernier, dans leur projet Cassiopée, ont fait des expériences en apesanteur. Ils sont donc allés dans l'avion 0G d'Airbus 3 fois. Et puis je pense également à un deuxième projet Cassiopée, toujours dans l'aéronautique, qui a participé, qui a fait un voyage en Guyane, et à Kourou, et qui a participé à l'élaboration, à leur échelle bien sûr, de la production de la fusée Ariane. Ok, donc pas trop jaloux de ces 2 collègues-là? Chacun sa vie, chacun ses engagements. Et du coup, juste rapidement sur l'associatif, c'est possible du coup de valider son projet Cassiopée à travers son asso comme ça? Alors, il y a un mouvement de reconnaissance dans les écoles de cet engagement associatif comme formateur. Et nous, c'est effectivement le projet Cassiopée qui est l'endroit où on peut faire cette validation-là. Il n'y a pas d'autre moment où on peut le faire. Et donc il y a une sélection quand même assez drastique de qui a une expérience associative suffisamment importante pour que ça vaille un projet Cassiopée. C'est quand même une belle expérience. Et en l'occurrence, je crois que vous êtes 4 ou... Nous sommes 4, et l'un des critères, c'est d'une part d'avoir réellement effectivement œuvré, et d'autre part de pouvoir produire une preuve que l'on a passé plus de 180 heures sur nos associations respectives. D'accord. Alors on va devoir faire une petite pause dans les questions, on passe aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur école. À chaque mot, un argument. C'est à vous. Donc je vais en prendre un, le numérique. Alors on va dire, oui, c'est évident avec Télécom Sud Paris. Ce que je voulais souligner, c'est vraiment le fait que tout le monde a l'impression que le numérique, bah oui, ça fait des années qu'on développe, etc. Et qu'on a toujours l'impression qu'on est à la dernière vague. Et moi, je veux vraiment que les jeunes soient convaincus que le numérique va transformer la société, non pas ces 5 prochaines années, non pas les 10 prochaines années, mais tout le long de leur vie professionnelle. Et peut-être qu'à la fin de leur vie professionnelle, ils n'auront pas encore vu la société totalement numérique. Deuxième mot. Deuxième mot, je vais laisser... Deuxième mot, entrepreneur. Entrepreneur, oui, parce que c'est une école qui, dans ses fondements et dans son identité, dans ses racines, se veut pionnière dans le domaine du numérique, on l'a dit, mais également de la façon d'aborder le travail, dans sa façon de former ses étudiants. On vient de le voir avec la reconnaissance de certaines qualités associatives et valeurs associatives.
entrepreneur, et c'est mon dernier mot, dans son état d'esprit, avec sa mixité et sa proximité avec Télécom École de Management. Ok, et le dernier vrai mot? Le dernier mot, c'est chance. Pourquoi chance? Tout simplement parce que avoir un vrai campus qu'on pourrait qualifier à l'américaine, à 30 km de Paris, avec des personnalités, que ce soit des fondateurs de grandes entreprises qui sont sortis de chez nous, à des PDG du CAC 40, en passant par les fondateurs du web ou des enseignants-chercheurs surdiplômés, tous plus passionnants les uns que les autres. Je suis rentré dans cette école et cette école a été une chance pour moi. Très bien, je vous laisse prendre la suite des questions. Bonjour, ma question porte sur l'option jeux vidéo et interaction numérique. Je vois que le programme est très axé sur le développement logiciel. Mais qu'en est-il de l'aspect matériel, par exemple, concevoir des systèmes de réalité virtuelle? Alors, c'est très précis comme question. C'est très précis comme question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que jeux vidéo et interaction numérique, c'est justement, c'est pas que le jeu vidéo, c'est tous les usages qu'il peut y avoir autour, et notamment basés sur les systèmes de réalité virtuelle. Puisque c'est des systèmes dans lesquels on va interagir avec une réalité qui est simulée. Donc tout à fait, on peut concevoir des systèmes de réalité virtuelle dans le cadre de cette option. Ok, donc cette option-là, on va pouvoir parler justement des options. Quel choix d'options est-ce qu'il y a au total? Alors, donc c'est la 3e année pour nous les options. Et sur ces options-là, on a d'abord le choix de faire quelque chose qui est une spécialité à Télécom Sud Paris, des options communes avec Télécom École de Management. Donc là, il y en a 4 majeures. Donc les affaires internationales, les activités de conseil en management des systèmes d'information. Ou alors, on va dans d'autres écoles de l'IMT, et là, on a des accords pour... De double diplôme? Non, pas de double diplôme, mais d'accès à toutes les spécialités de toutes les autres écoles. Bon, il faut être motivé si on veut vraiment faire telle ou telle chose qui est dans une école qui n'est pas spécifiquement du numérique, mais ça peut se faire aussi. Et puis après, il y a tous les partenaires à l'étranger. Et après, il y a l'offre en propre de Télécom Sud Paris sur ses points forts. Donc, on a vu l'option jeux vidéo. Et il y en a en gros une dizaine. Et la répartition, c'est 50% de nos élèves souhaitent continuer sur le campus à développer donc une spécialité Télécom Sud Paris. Et l'autre moitié va chez nos partenaires en France ou à l'étranger. Et donc autrement, on va retrouver des voies d'approfondissement sur le jeu vidéo, sur les mathématiques et les applications qu'elles peuvent avoir, sur l'électronique et les systèmes embarqués, sur les réseaux, sur l'image également, des choses comme ça. Du coup, Carole, toi, est-ce que tu as une majeure entrepreneuriat disponible ou est-ce que c'est une en partenariat avec la Télécom École de Management? Je suis dans la majeure entrepreneuriat, effectivement. Qui est une des 4, effectivement. Et qui est une des 4 majeures en partenariat avec Télécom École de Management, sachant que dans cette majeure, nous sommes à part égale de Télécom École de Management et de Télécom Sud Paris. Ok. Et du coup, les profs, d'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent des 2 écoles? Comment ça se passe? Où avez-vous cours? Alors, nous avons cours en alternance. Le cycle dure 4 semaines, 3 semaines en autogestion et 1 semaine de cours, d'amphi, surtout de coaching propre, d'entraînement propre, durant lesquels nous avons des grands chefs d'entreprise, des anciens créateurs d'entreprise ou des professionnels de la communication qui viennent dispenser leur savoir chez nous. Et s'agissant des enseignants-chercheurs, l'incubateur est vraiment un service qui en fait est rattaché à l'école d'ingénieurs, mais qui est vraiment partagé entre les 2 écoles. Et puis ensuite, on va faire intervenir beaucoup de professionnels, comme ça a été dit, donc des professionnels qui ont créé leur entreprise, des professionnels qui peuvent conseiller ceux qui ont ce projet, etc. Y a-t-il une période obligatoire à l'étranger pour valider son diplôme? Oui, donc je disais 3 mois. Voilà, 12 semaines on a consécutives. abordé tout à l'heure, mais on n'a pas pu terminer là-dessus. Donc effectivement, 12 semaines obligatoires. Vous avez dit aussi qu'on peut le faire en tant que... Enfin, vous ne l'avez pas dit, mais pour travailler, donc j'imagine que c'est en tant que stage, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc il y a une liberté totale là-dessus, on peut faire son stage où on veut? Ah oui, bien sûr. La seule chose, c'est que les pays limitrophes francophones peuvent parfois ne pas être considérés
Comme à l'étranger, donc comme la l'étranger, Belgique voilà. par exemple, Donc, la Suisse, c'est ça? Donc il y a quelques limites, mais autrement c'est extrêmement vaste effectivement. Et puis on aide les étudiants à trouver éventuellement des partenaires s'ils le souhaitent en fonction de leur projet. Donc toi, tu n'es pas encore parti cette année, mais comme tu vas être obligé de le faire, où est-ce que tu comptes aller? Je compte partir dans un incubateur partenaire de l'incubateur de l'école. Je n'ai pas encore déterminé mon choix. J'espère peut-être aux États-Unis. C'est un continent sur lequel on a, enfin un pays pardon, sur lequel on a une dizaine d'incubateurs partenaires. D'accord, donc ce serait dans une autre université américaine. Exactement. Leur propre incubateur. Exactement. Ça se fait souvent d'aller dans un incubateur d'université américaine. Est-ce que vous pourriez nous citer ces universités? Alors effectivement, nous, l'un des incubateurs qui accueille le plus chez nous est l'incubateur qui ne dépend pas directement d'une université, qui est l'incubateur de San Francisco. Comme université, on a aussi Virginia Tech. Et on a effectivement Virginia Tech ensuite qui accueille beaucoup d'étudiants. Et enfin, on a l'un des campus de Berkeley, qui est UC Irvine, qui accueille également dans son incubateur des étudiants de notre école. Et de manière générale, quand on part à l'étranger, quelles sont les conditions? Est-ce qu'il y a une sélection sur les notes des étudiants? Est-ce que vous laissez partir où ils veulent tous les élèves? Alors là, du coup, on est dans les séjours académiques. D'une manière générale, quel que soit le projet, lorsqu'il y a un échange académique, tout comme d'ailleurs quand on veut aller dans une spécialité au sein de Télécom Sud Paris, oui, il faut avoir démontré qu'on était un peu intéressé par le sujet. Voilà. Donc il y a toujours le dossier. Il y a toujours le dossier. Ouais. D'un autre côté, voilà, tout le monde y va. Hein, c'est une condition au diplôme, donc faut pas. Il faut juste avoir mûri un peu son projet. Il y a des systèmes de première arrivée, premier service. J'imagine que certains sur certains sont points, quand même, oui, bien sûr. Oui. Plus attrayants pour vos élèves que d'autres. Donc c'est une section sur les notes ou juste sur le projet? Alors donc ça dépend. Nous en interne, on sélectionne sur les notes. Nos partenaires sélectionnent sur dossier. Ok. Et au niveau des frais de scolarité, on sait que les universités américaines peuvent coûter cher. Est-ce qu'on aura un surplus de frais de scolarité à payer si on va notamment aux États-Unis? Alors si on va aux États-Unis, effectivement, ça peut être payant. Hein. Et de combien ça peut s'élever à peu près? Alors j'ai plus les chiffres en tête. Tout dépend déjà des frais de l'université dans laquelle on se rend. Et ensuite, tout dépend de la façon dont on se rend dans cette université. Est-ce qu'il s'agit... Oui, c'est-à-dire si ce n'est pas un double diplôme, c'est-à-dire si c'est en échange, en général, il n'y a pas de frais. Ok, c'était voilà. ma question. C'est vraiment si on veut le diplôme de l'université, alors les universités ne souhaitent pas avoir, entre guillemets, des élèves qui ne paieraient pas des droits comparables aux autres. Et du coup, pour les échanges, vous avez dit presque tout le temps, on n'a rien à payer. Est-ce qu'il y a des cas particuliers qui pourraient intéresser? J'en ai pas en tête, mais pour celui qui serait vraiment intéressé par ça, il peut nous envoyer un message. D'accord, il vous contacte et on vérifie qu'effectivement il n'y a pas de conditions aux échanges. Mais... La localisation à Évry est-elle un handicap pour TSP? Je dirais que non. La localisation à Évry n'est pas un handicap dans la mesure où Évry reste direct sur le RERD de Gare de Lyon. C'est quand même pas très sympa le RERD. Tu disais tout à l'heure, on est à 30 km de Paris, comme si c'était quelque chose de très joyeux. C'est quand même pas rien, 30 km. Je vous invite à aller dans d'autres écoles, d'autres grandes écoles parisiennes où en plus du RER, il faut ensuite prendre un bus. Sinon, vous êtes au milieu de nulle part et vous avez 10 km à marcher. C'est un parti pris. Il faut aussi savoir non pas se satisfaire et tomber dans un relativisme béat, mais savoir reconnaître qu'il y a des avantages. Et nous sommes juste à côté de la gare. Et ensuite, Évry est aussi, une garantie pour nous d'un campus de qualité, à savoir d'un campus qui fait 9 hectares, dans lequel nous avons nos propres installations sportives, 3 terrains de tennis, un gymnase de 1000 m², un terrain de rugby, un terrain de football, sans compter le foyer, donc 800 m² de salle de soirée, avec les locaux associatifs qui y sont associés, un bar. C'est-à-dire si on pouvait avoir ça à Paris, honnêtement, bien sûr, Paris serait un avantage et on comprend que Paris attire les jeunes, hein, tout comme certaines villes. C'est vrai qu'après, quand on regarde, est-ce qu'on est vraiment près de la ville quand on est dans telle ou telle école, c'est différent. Et nous, c'est un bon compromis, je crois,
qu'être en région parisienne et avoir ses capacités. Du coup, vous allez quand même sur Paris de temps en temps ou pas? Vous Oui, prenez le RERD tout de même? Effectivement, on prend le RERD où certains d'entre nous sont véhiculés, donc en 25 minutes quand ça roule bien. Quand ça roule bien. Quand ça roule bien, mais il faut savoir Information choisir ses importante. horaires. Après, c'est aussi, je trouve, formateur Ils d'un roulent pas point de vue forcément aux mêmes professionnel heures, hein. que de savoir choisir ses horaires et savoir choisir la bonne opportunité. Et puis, pour ce qui est de la localisation à Évry, pour être honnête avec vous, on passe tellement de temps sur le campus qu'on sort du campus pour aller à la gare. Les supermarchés et le tabac, comme la boulangerie, et même un Picard, sont à 200 mètres de la porte du campus. Tout le reste est disponible sur place. Vous avez des livraisons, vous avez des snack bars qui passent, vous avez tout est possible. Au niveau des résidences, on n'a pas trop encore parlé. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sûr d'avoir une place pour se loger dans les habitations étudiantes? Donc là, notre objectif, c'est d'avoir une place pour chaque primo-entrant. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre, qui vient d'ailleurs, il est sûr d'être logé. Après, les deuxièmes années ne sont pas sûrs d'être logés, mais n'ont pas non plus forcément cette envie. Et donc, on a calibré nos équipements pour ça. Et donc, ceux qui vont rester sur le campus dans nos résidences, ce sont ceux qui sont particulièrement impliqués dans la vie associative. Mais même si c'est son cas, par exemple… Oui, effectivement, certains deuxième année font le choix de rester à l'école. Pour des raisons personnelles, j'ai préféré m'installer en colocation avec 3 de mes meilleurs amis. Tout est possible. Les premières années, effectivement, moi j'avais une chambre formidable. Il se trouve qu'au bout d'un an, on a fait son temps, et on sort de l'internat, de la Mézelle, maison des étudiants, pour s'installer. Juste un tout dernier point très rapidement. Vous avez dit notre objectif, c'est d'avoir une place pour chaque primo-entrant. Oui. Est-ce que cet objectif est atteint aujourd'hui? Donc ceux qui nous écoutent auront la certitude d'avoir une place. Tout à fait. Toutes les premières années ont une place. Alors on est à la moitié du live. Et vous savez ce que ça signifie? C'est l'heure de la mort subite. Vont-ils tirer le meilleur ou le pire? La réponse tout de suite. Carole, c'est pour toi. Non. Attention, pas de triche. Hein. Je suis bon joueur. Alors, pire cours. Le pire cours. Bon, pas de bol. Alors, ton pire cours. Il doit bien y en avoir un qui t'a moins plu. Tiens, je veux que tu mettes. Le pire cours. Le pire cours. Si vous avez un pire cours en tête, Christophe, n'hésitez pas. Hein. Encore faudrait-il aller en cours? Non, je vais écouter ce qu'il dit. Je verrai si ça correspond à ce que j'aurais dit. Le pire cours, qu'est-ce que vous voulez Le cours qui t'a le plus déplu. Oui, je sais ce que ça veut dire, le pire cours, j'ai compris. Il y a plusieurs qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En école, contrairement à la prépa, au lycée, on passe davantage les cours, ce qui était pour mon cas, en dehors de l'amphi que dans l'amphi. Donc, pour vous parler d'un pire cours, je pourrais vous parler d'un cours de réseau, réseau qui a duré 3 heures et qui, en réalité, pour moi, n'a duré que 3 minutes, parce que je me suis vite endormi pour me faire réveiller par le prof lui-même qui éteignait les lumières. Ce sont les choses qui arrivent. D'accord. Vous vous attendiez à cette réponse-là, l'élève qui s'endort toujours, en amphi? Donc, bon, ça peut arriver, c'est pas… Non, on sait qu'il y a quelques cours qui sont plus difficiles que d'autres. Année après année, voilà, on sait qu'il y a plus de rattrapage dans telle ou telle chose. C'est lesquelles, celles qui ont le plus de rattrapage? Notamment le dimensionnement des réseaux, il y a quelques… Voilà, Ça te fait sourire, Carole? Non, parce que c'est une expérience personnelle, c'est pour ça que… Okay. Et du coup, au niveau des rattrapages, justement, puisque vous en lancez la question, ça arrive souvent qu'il y ait des étudiants qui redoublent ou qui ont du mal, qui ne valident pas une année? Des redoublants, il n'y en a pas énormément. Ouais. Des rattrapages en cours d'année, ça peut être un peu plus conséquent. Quelle proportion, un peu, grosso modo? Je crois qu'on doit être à 8% de redoublants, quelque chose comme ça, en première année. Toi, ça t'a pas concerné en dépit de tes petites siestes faites en cours? Non, heureusement pour moi, non. Non, ça ne m'a pas concerné. Ok, bon, je laisse prendre la suite des questions. Alors, quelle est la part d'élèves qui font la césure? Alors, en fait, très peu chez nous. C'est quelque chose qui est possible. Alors, ça a été un petit peu compliqué par la réglementation récemment, mais c'est toujours possible, mais il se trouve que chez nous, il n'y en a pas.
Ok, donc il n'y en a pas du tout, vous voulez dire Non, non, il y en a pas cette année, il n'y en avait pas l'année dernière, pardon. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui il n'y a pas eu de demande pour l'année prochaine, à ma Comment connaissance. vous l'expliquez, ça? Je pense qu'il y a plusieurs cas de césure. Il y a vraiment l'élève qui veut faire une coupure parce qu'il a un projet particulier, il n'arrive pas à l'insérer dans son cursus. Donc ça, on ne doit pas en avoir parce qu'il n'y a pas de projet qu'on ne peut pas accompagner. C'est souvent des élèves qui veulent faire des stages et qui du coup profitent de la césure pour faire 1 voire 2 stages de 6 mois et ensuite gagnent. Voilà, alors après c'est le deuxième cas, c'est est-ce qu'ils sentent qu'ils ont besoin de plus d'expérience avant de sortir et nous, j'aurais tendance à dire qu'il y a un tel appel sur les débouchés qu'il n'y a pas de raison de rester 1 an de plus en école pour se faire mais bon, c'est tout à fait possible pour quelqu'un qui voudrait diversifier son expérience sur tel ou tel sujet. Donc si un élève vient vous voir en disant j'ai envie de faire une césure, on peut le faire. Il se trouve qu'on n'en a pas. Toi, ça t'a pas du tout intéressé? Effectivement, c'est très peu répandu chez nous. Ça l'est plus dans d'autres écoles, à ma connaissance. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Effectivement, il y a une offre qui est suffisamment prégnante pour ne pas avoir envie d'enrichir encore son CV. Et puis l'esprit de verser rapidement dans la vie professionnelle est quelque chose qui est fort aussi, peut-être plus qu'ailleurs sans doute, faut-il le croire. Okay. Il y a aussi le fait qu'il y a un certain nombre qui vont prolonger leur étude, faire des doubles diplômes, etc. Mais la césure, pas trop chez nous. Alors combien font un double diplôme? Est-ce que ça compense aussi le peu de gens qui font la césure? Ah non, on va arriver sur des taux de 10 par promo, plus ceux qui font le diplôme en faisant thésard, donc en allant jusqu'au doctorat, ça va être en gros une autre dizaine. Et une promo de combien? Sur des promos de 200, 230. Ok, je laisse prendre la question suivante. Comment se passent les entretiens d'admission? Donc là, c'est au moment du concours. Il y a une épreuve d'entretien et cette épreuve d'entretien, elle se passe en 2 étapes. L'idée, c'est de pouvoir mettre en confiance le jeune qui n'est pas habitué à cet exercice. Donc d'abord, on lui présente une photo qui est une situation qui appelle normalement à discussion. Quel genre de photo? Par exemple, vous voyez quelque chose qui est un ours, j'en ai une en tête, là, c'est un ours blanc qui est sur un tout petit bout de banquise avec plein de déchets. Bon, voilà, vous dites il y a un problème de développement durable. Enfin, voilà. Donc là, l'idée, c'est d'avoir ce type de sujet qui amène simplement la discussion, et une fois qu'on a un petit peu discuté de ça, que la glace est rompue avec l'élève, autant que faire se peut dans une période d'examen, eh bien on lui demande finalement qu'est-ce qui l'intéresse dans les écoles et pourquoi il a voulu être ingénieur et quels sont ses projets. Sachant que c'est une épreuve d'admission qui n'est pas spécifique à l'école, on est dans le cadre du concours Mines-Télécom, et donc on ne va pas juger de la pertinence de son projet par rapport à une filière particulière, mais plutôt de sa capacité à se projeter, à avoir un peu réfléchi sur ce que ça signifie qu'avoir une vie professionnelle au-delà des études. C'est-à-dire que vous n'attendez pas d'élèves qui vous disent j'aime beaucoup le numérique pour vous faire plaisir, mais qu'ils disent quelque chose par rapport à lui, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous auriez des conseils, notamment toi Carole, est-ce que des conseils pour bien réussir sur l'entretien d'admission? Alors malheureusement sur ce format-là, je n'ai pas de conseils factuels dans la mesure où moi j'ai passé à l'ancienne mode. Qu'est-ce qui a changé du coup? Avant le concours, donc nous on ne passait pas sur une photo, on passait sur un texte. D'accord. Sur un texte de philo. Moi j'étais tombé sur un magnifique texte. Mais le principe était le même, hein. C'était simplement il y avait un temps de préparation. Et on a supprimé le temps de préparation en mettant une photo pour que ce soit un peu plus spontané. Mais le principe était le même, d'avoir ce premier temps d'échange, puis le deuxième temps qui est le même que ce que tu as. En revanche, dans la forme de l'oral, c'est toujours la même chose, à savoir, cet oral n'est pas là pour piéger, il est là pour connaître le candidat, pour savoir s'il a une valeur ajoutée et s'il a une personnalité.
Mais tout le monde a une personnalité en soi. Comment est-ce qu'on arrive à la mettre en avant justement, dans le sens qu'elle va conquérir Justement, ça fait partie de sa personnalité que de savoir se mettre en avant. Ça fait partie de sa personnalité que de savoir exploiter ses talents. Je peux vous ressortir la parabole des talents, mais si vous avez des talents et que vous ne les exploitez pas, ça ne sert à rien. Et l'oral est justement fait pour ça. Donc moi, si j'avais des conseils du haut de ma haute expérience, ce serait tout simplement de préparer des questions basiques auxquelles la plupart des candidats ne sont pas préparés. Quel est mon projet professionnel? Pourquoi je m'intéresse à cette école-là? Est-ce que je me suis vraiment intéressé à cette école-là? Est-ce que je connais? Moi, je me souviens avoir appris les doubles diplômes et les destinations. Et on m'avait posé cette question-là le jour de l'oral. Okay. Et puis après, vous avez des choses qui sont plus factuelles. Trouver des portes de sortie. Ça arrive que les examinateurs posent des questions auxquelles on n'a pas forcément réfléchi. Tu t'es demandé de trouver des portes de sortie dans la salle, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il faut trouver des portes de sortie quand on sépare. Une vraie question qu'on demandait aux élèves. C'était un peu étrange. Je pense qu'il ne faut pas surjouer, il faut rester. Et puis il faut rester naturel. Si c'est possible, avoir un petit peu réfléchi quand même à son projet, pourquoi on en est là de ses études et qu'est-ce qu'on cherche. Ça, c'est la première chose. Pas surjouer, c'est-à-dire qu'on admet tout à fait que quelqu'un qui a fait 2 années de classe préparatoire, il ne sait pas encore quel type de métier il va choisir et au contraire, il attend de son école qu'elle puisse l'aider en la matière. Donc voilà, rester honnête et puis trouver justement quand on ne sait pas, le dire. Donc c'est ça, vous conseillez, si jamais on est coincé sur un point, de dire… je pense qu'il vaut mieux dire qu'on ne sait pas que commencer à broder sur le fait qu'on a fait ceci ou cela. Parce que ça, pour le coup, c'est pas appréciable puisqu'on essaye plutôt d'avoir des gens qui assumeront plus tard les décisions qu'ils prendront et les positions qu'ils prendront. C'est une rigueur intellectuelle aussi qu'on demande en tant qu'école d'ingénieur et ça permet de rebondir sur la question qui vient d'arriver. Bonjour, on m'a dit que 75% des étudiants finissaient dans le conseil. C'est un peu original pour une école d'ingénieur? Non. Point d'interrogation. 75%, non, c'est pas… Le chiffre n'est pas exact. Voilà, le chiffre n'est pas exact. Autant c'est un gros tiers avec plus ou moins durant les années, mais et c'est des débuts dans le conseil. C'est-à-dire que le conseil, ça peut être une carrière pour un certain nombre de gens qui deviennent associés. Mais autrement, c'est aussi une manière pour certains de multiplier les expériences dans leur domaine de compétences pour ensuite retenir une entreprise dans laquelle ils se mettront sur des projets plus longs et pour les propres besoins de leur entreprise. Mais non, enfin, je ne suis pas sûr que par rapport aux écoles parisiennes, on soit très originaux en ayant une forte partie d'ingénieurs dans la partie conseil. Et du coup, si vous dites que c'était un premier poste, en général, le conseil, avant d'affiner justement son projet, les salaires, si on parle en gros sous, tournent à peu près autour de combien pour ces élèves-là et puis pour les élèves en général? Alors nous, on ne fait pas de segmentation par élève, on fait des moyennes. Et après, on laisse les élèves discuter. Alors de manière générale, la moyenne pour les salaires? Le premier salaire, ça doit être 41 000 euros. Non, un peu plus cette année. Un peu plus de 41 000 euros bruts, prime comprise, 52 000 à l'étranger. Oui, mais effectivement, il y a des coûts différents. Oui, sur la partie étrangère. Effectivement, bon après, on peut les pondérer. Et du coup, au niveau de l'écart, est-ce que c'est une moyenne représentative ou est-ce qu'il y a des forts écarts entre oui, les c'est quand même. secteurs? Si, c'est une moyenne représentative. Ok. Vous avez comme toutes les courbes, vous pouvez avoir des éléments notamment significativement plus élevés. Chaque année, il y a quelques élèves qui vont dans des grands groupes américains bien connus du secteur. Voilà. Il y en a aussi qui effectivement tirent par le bas. Enfin, je comprends et que quand on va dans l'étranger, ça peut aussi piéger un petit peu parce que le prix de la vie n'est pas le même. Donc il faut aussi garder ça en tête. Oui, tout à fait. Je laisse prendre la question suivante. Alors, quelle majeure différence entre Télécom Paris-Tech et Télécom Sud Paris? Alors, on dirait un anglicisme un peu, mais plutôt quelle différence majeure, j'imagine, entre vos deux écoles? Entre Sud Paris et Paris-Tech? Écoutez, on a vu la localisation, ils sont à Paris, nous sommes à Évry. Et au-delà de ça, sur les contenus des cours Alors sur les contenus de cours, il se trouve qu'on travaille beaucoup d'une manière générale avec Télécom Paris-Tech et c'est vrai qu'on a à peu près la même ambition
de voir le numérique comme un secteur vraiment qui est un secteur de transformation de la société et dans lequel on va avoir, nous, comme vocation de former des gens qui vont pouvoir innover technologiquement sur ce secteur-là, des gens qui vont pouvoir le développer et en développer les usages ou d'avoir des gens qui vont également, entre guillemets, créer des affaires, être des véritables entrepreneurs. Là, vous nous avez dit un peu les points communs, si on va un petit peu sur les différences. Oui, alors sur les majeures différences, je pense qu'après, on a, comme différence, pour l'instant, on avait des modalités très différentes d'articulation de nos troisième années et des masters. Okay. Donc on travaille maintenant tous les deux écoles dans le cadre de l'Université Paris-Saclay pour ce qui concerne nos masters. Et nous commençons à les articuler, ces masters de Paris-Saclay, avec nos troisième années. Donc eux, je dirais, ont un historique parisien où ils avaient déjà développé ça et ils continuent de le développer maintenant avec les partenaires de Saclay. Donc c'est une différence actuellement. Quand vous regardez le nombre de masters de troisième année qu'ils proposent, il doit y en avoir plus. Il y a quelques partenariats aussi très symboles. Après, ça dépend de telle ou telle chose qu'on veut faire. Ils ont quelques partenariats qu'on n'a pas, etc. Votre future école a-t-elle de l'humour? Pour le savoir, on passe à la question décalée. Je vous laisse lire la question décalée. N'hésitez pas à la chanter si vous vous sentez inspiré. Alors, je viens de Sud Paris et par tous les chemins, normalement c'est J'y reviens, hein, donc on est d'accord. Vous terminez la chanson, vous ne l'avez pas chantée, bon, c'est pas très grave. Je saurais pas, mais... Malheureusement, je n'ai pas fait mes classes à Singint, l'association de chant de l'école, donc je ne pourrais pas vous interpréter ce magnifique morceau. Du coup, vous avez dit par tous les chemins, j'y reviens. Est-ce que les anciens ont aussi envie de revenir, notamment? Est-ce que tu as pu rencontrer, toi, les anciens? Oui, effectivement. Mettez-vous à la place de ces anciens qui, pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3, ont donné, si ce n'est leur sang, au moins leur sueur pour leurs associations. Leur sang, pour le coup. Ouais, je ne sais pas comment ça se passe. Vous irez voir ceux qui font de la boxe, parfois ils le donnent dans les championnats. Et puis au rugby aussi, je peux vous dire ça, de temps en temps, on laisse des épaules. Et tout d'un coup, ils sont largués dans une vie professionnelle trépidante, pour la plupart à Paris. Et effectivement, il y a un sentiment de famille, un sentiment de rattachement, de retourner à la mère patrie qu'est l'école. Et donc effectivement, on a souvent des réunions d'anciens animées par les associations. Donc moi, je suis à Forum, qui organise le plus grand forum dans le domaine des télécommunications d'Europe. On a un hall à Paris Expo, porte de Versailles, en février. Donc on organise avec Télécom Paris Tech et Télécom École de Management. Exactement. Et à cette occasion, on fait un cocktail avec tous les anciens. C'est un moment chaleureux où on peut retrouver les anciens. Et puis pour le B2, chaque année, on privatise une péniche. Par exemple, cette dernière soirée qui a lieu tous les ans a réuni 200 anciens BDE. Pour certains qui avaient 40 ans et des enfants. Donc c'est assez amusant de voir cette continuité. Et au-delà du côté fun, sympa de revoir les anciens, est-ce que ça t'a été utile, peut-être pour un stage ou ce genre de choses, peut-être pour un premier poste? Et moi j'ai trouvé 1 500 € grâce aux anciens pour les dotations d'un prix, d'un concours d'éloquence dont j'étais président cette année. Et effectivement, les anciens sont présents partout, jusqu'au téléphone que j'utilise, puisqu'ils viennent chez Recommerce Solutions. Tu leur fais une petite pub au passage. Je leur fais une petite pub, mais c'est des anciens, vous voyez, c'est la fraternité entre les anciens de Télécom. Et puis, oui, ce sont des anciens de l'école qui ont monté cette magnifique entreprise. Ok, on va pouvoir prendre la suite des questions. Donc j'ai vu sur Internet qu'il n'y avait que 6% des élèves en apprentissage. Pourquoi? Déjà, sur le 6%, est-ce que vous validez ce chiffre? Alors, 6%, oui, à peu près. Oui. Donc pourquoi? Nous offrons en fait différentes formations. S'agissant des cursus ingénieurs, une formation d'ingénieur généraliste et une formation d'ingénieur de spécialité réseau. Et c'est la formation d'ingénieur de spécialité réseau qui est ouverte à l'apprentissage. Et nous avons là une pédagogie différente
et des promotions d'une vingtaine, là où nous avons 200 ingénieurs généralistes. Donc voilà, c'est vraiment des cursus différents. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans le cadre des écoles d'ingénieurs, pour l'instant, c'est 3 années d'apprentissage ou pas d'apprentissage. On ne peut pas faire l'apprentissage comme dans certaines écoles de commerce que la dernière année ou les 2 dernières années, etc. Et donc nous, il nous est apparu difficile de demander à des jeunes, notamment pour la première année, d'avoir cette diversité de concepts scientifiques à apprendre. Et donc on a préféré faire un diplôme de spécialité dans lequel on retrouve vraiment les qualités d'ingénieur à la française, mais avec des arbitrages un peu différents entre la pratique et les sciences. Et pour ceux qui arrivent en admission parallèle, il y en a aussi, et qui pour eux peuvent avoir peut-être moins le problème que ceux qui sortent de années de prépa très théoriques. Pour eux, c'est possible ou pas d'arriver directement, de faire Alors nous avons des admissions pour des gens qui ont leur licence en première année, pour des gens qui ont le niveau de première année de master en deuxième année, et nous faisons en sorte qu'ils arrivent à suivre. Là, c'était vraiment, quand je parle de l'apprentissage, c'est que l'apprentissage, c'est quand même la moitié du temps en entreprise, donc on peut pas leur dire, et en plus vous faites exactement ce qui se fait dans une première année. C'est un peu ce que fait Carole, il passe 3/4 de son temps à bosser sur son entreprise. Effectivement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il est quand même dans la majeure entrepreneuriat, où la pédagogie est adaptée. Mais il aurait eu du mal peut-être à mener ce projet de création d'entreprise en première année, tout en ayant une vie sur le campus. Concernant le programme GATE, j'ai vu qu'on pouvait le faire avec une asso de l'école. Ça veut vraiment dire que je peux faire ça avec le club de hip-hop. Alors déjà, c'est quoi ce programme GATE? Alors exactement, vous faites bien de le replacer dans son contexte. On a vu tout à l'heure le projet Cassiope. Oui. Donc c'est le programme qui se développe sur le second semestre de deuxième année. Il se trouve que le programme GATE, c'est l'équivalent, mais pour les premières années, qui lui se déroule de septembre à juin. Okay. Donc là, l'idée, c'est que on va avoir des nouveaux concepts scientifiques, etc., et des formes adaptées à une école d'ingénieurs, mais également, il faut mettre les jeunes dans des équipes et tout de suite, je dirais, avoir par la pratique d'autres formes de travail. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont avoir un sujet sur toute une année. C'est obligatoire du coup? C'est obligatoire. C'est obligatoire, oui. Les équipes sont entre 7 et 9 et c'est à mon sens l'un des programmes les plus intéressants de cette scolarité, dans la mesure où l'administration est assez souple, et si vous êtes suffisamment intelligent et si vous arrivez à constituer un dossier suffisamment solide pour qu'il soit validé, vous pouvez créer votre propre gate. C'est ce que j'ai fait. Entrepreneur dans l'âme, j'ai créé un concours d'éloquence qui aujourd'hui a été reconduit pour sa deuxième année, qui jouit de 3 000 € de dotation et qui touche plusieurs écoles, alors qu'à l'époque nous ne touchions que Télécom. Et je ne suis pas un cas isolé dans la mesure où vous pouvez également, et les programmes GATE permettent ça, aller au Maroc pour installer des salles d'ordinateurs dans des collèges, dans des lycées. Oui, ça peut être un projet humanitaire. Oui. Vous pouvez promouvoir l'école, ça peut être une visée sociale avec les collèges d'Evry, ça peut également être... Est-ce que ça peut être le club de hip-hop, ce que disait la question? C'est peut-être un peu osé quand même. Dans les faits, je ne peux pas répondre à votre question, et nous ne pouvons pas répondre à votre question parce que je ne connais pas le projet de cet étudiant ou de cette étudiante. Mais ça pourrait se défendre théoriquement, le projet hip-hop? Vous aviez l'air plus sceptique. Non, mais ça dépend s'il y a vraiment quelque chose. L'idée, c'est que ça doit être quand même un projet qui va engager les étudiants, donc une équipe de 7 à 9, on l'a dit. Il faut vraiment qu'ils aient du travail à faire. Hein. Donc si c'est faire du hip-hop sur la Lune, peut-être, par exemple. Hein. Ou un événement vraiment particulier, c'est ce qui a été dit là, par exemple. Il n'y avait pas ce type de compétition. Monter une compétition de hip-hop, ça pourrait passer. Ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut tout simplement voir, et c'est tout bête,
quels sont les avantages que l'école a à autoriser un tel programme. Et du coup, il faut quand même pitcher son projet Bien devant sûr. l'école. Bien sûr. Ça se fait facilement? Vous êtes plutôt réceptif ou J'ai exigeant là-dessus? eu un seul rendez-vous, j'ai eu une validation, j'ai eu une contre-validation et aujourd'hui on en est là. Après, un concours des vocaux, c'est peut-être plus facile à faire passer Que le qu'une hip-hop. compétition de hip-hop. Tout dépend de ce que, c'est pas tout sûr. dépend Alors, de si ce que c'est vous une défendez. compétition de hip-hop, Ça là pour va. le coup, s'il y a une ambition derrière d'en faire un événement significatif et qu'on trouve d'ailleurs que l'agglomération par exemple est intéressée, etc. L'idée c'est de ne pas être seul sur un petit projet où on se fait plaisir. Voilà. Mais globalement, les élèves comprennent l'intérêt, on leur amène des projets intéressants et ils peuvent aussi proposer un peu comme pour Cassiopée. Ok. Si c'est son projet. Le déménagement à Saclay est-il toujours prévu pour 2019? La réponse est oui. Ça me paraît tout de même très excentré. Alors on a parlé de le fait que Évry était très excentré. Maintenant, vous avez la même question sur Saclay. Alors sur Saclay, alors c'est très excentré, ça dépend. Nous, on considère que le quartier de l'école polytechnique où nous aurons notre bâtiment avec Télécom Paris Tech, ça sera le cœur de l'université Paris-Saclay. Donc ça ne sera pas très excentré. Pour nous, l'idée, c'est d'être au cœur de cette université de rang mondial qu'on bâtit avec des partenaires. Et donc là, oui. Alors, je dois admettre que le métro léger qui va aller de Massy à Palaiseau au-dessus, c'est 2024. Bon, ça, c'est vrai. Oui. C'est la situation actuelle du plateau de Palaiseau, mais... donc ils vont devoir prendre le train, c'est ça, ou faire des covoites? Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des bus en site propre, donc ça va assez vite, etc. Il y aura des possibilités également d'être hébergé sur place, donc je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que Saclay sera aussi attractif pour nos étudiants. A priori, toi, Carole, tu ne devrais pas voir ce campus, si? Prévu en 2019. Vaudrait mieux pas. Oui. Je ne crois pas, non. Pas trop déçu du coup de ne pas le voir? On t'en a beaucoup parlé? Attendez, je ne le verrai pas en étudiant, mais ça ne veut pas dire que je ne le verrai pas. Tu iras rendre des visites aux jeunes Je suis cohérent, je vous parlais tout à l'heure de cette volonté des anciens de revenir et dans pas longtemps je serai un ancien, donc je reviendrai. Ok, bon, ils surveilleront pour voir si tu tiens tes promesses. Qu'ils surveillent. Je vous laisse prendre la question suivante. Quelle part de l'enseignement est consacrée au tronc commun? Alors, donc on a deux manières de définir le tronc commun. Le tronc commun, c'est la première année, en gros. Hein, ça, c'est la première manière de le faire. Et là, il y a des variantes. Hein. Les gens vont faire des projets GATE différents. Ils vont choisir en sciences humaines des sujets différents d'approfondissement, etc. Mais globalement, c'est un tronc commun. Et puis il y a une deuxième chose qui est que quand même en deuxième et en troisième année, il y aura une partie commune. Alors on ne l'appelle pas tronc commun, mais je pense que c'est important de savoir que dans notre école, on continue sur un certain nombre de sujets, notamment dans le domaine du management, à avoir des éléments qui vont se retrouver quelle avec part les uns et les des autres. cours finissent par être, c'est quand même un tronc commun, en deuxième et en troisième année? Alors, en troisième année, du coup, il n'y a plus de cours scientifiques communs. Hein, il peut y avoir que des cours de langue ou de management. Et c'est surtout en deuxième année qu'on va avoir, je dirais, encore 25% peut-être des cours. Peut-être même un peu moins. Peut-être même un peu moins. Et du coup, c'est pas frustrant d'avoir encore des trucs de tronc commun? J'imagine qu'on a quand même envie de pouvoir s'émanciper totalement et de prendre des cours qui nous plaisent entièrement. Absolument pas dans la mesure où ces cours restent des cours de grande école, et qui plus est une très bonne grande école, avec des professeurs qui sont pour la plupart passionnants. Donc même la plupart. Oui, je ne serais pas crédible de dire que tous les profs sont passionnants. En tout cas, moi, ils ne me passionnent pas tous, mais certains le sont en revanche. Et c'est tout à leur honneur. Donc, ce qui laisse ces cours intéressants, même si ce n'est pas, si j'ai pas envie d'en faire ma vocation. Et puis d'autre part, ces cours qui sont du coup tronc commun de deuxième année ne sont pas la plupart des cours. Il se trouve que moi, j'ai pu choisir j'ai pu choisir des électifs en finance, en marketing, en management et également en stratégie, ce qui m'a fait un ensemble assez exhaustif, assez complet. Et puis un ensemble que j'avais façonné moi-même. On a révisé le cursus en fait il y a 2 ans, donc mis en place
des nouveaux éléments. On s'est posé la question de savoir justement est-ce qu'on avait encore des éléments communs en deuxième année. On a considéré qu'a priori il y avait encore un certain nombre d'ingrédients qui étaient utiles. Mais ça c'est des choses dont on discute, sur lesquels on a des retours, et du coup, pour l'instant, c'est considéré comme cohérent par rapport aux différents parcours. Ok, je vais vous laisser prendre la question suivante. Alors, je n'ai pas spécialement envie de m'enfermer pendant 3 ans dans une salle de classe pour écouter un prof parler. Que faites-vous pour rendre les cours vivants? Vivant, c'est à juste titre, sachant que tu as quand même partagé l'expérience d'un cours dans lequel tu t'es endormi. Comment vous faites pour rendre les cours vraiment vivants? Non, mais il s'est endormi parce qu'il était fatigué. En entrant dans la salle, j'ai cru comprendre. Je n'en reviens pas, mais au-delà de ça, comment est-ce que vous faites pour rendre les cours vivants? Alors, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la pédagogie, elle est très différente de l'enseignement en prépa, qui est essentiellement magistral, plus quelques TP, et encore des TP extrêmement guidés. Donc la première chose, c'est que déjà, on a parlé de projets. Donc il y a des projets qui sont confiés à des étudiants, et c'est comme ça qu'ils vont apprendre à la fois à travailler et augmenter leurs connaissances. Ensuite, on a différents dispositifs. On a ce qu'on appelle des MOOC maintenant, et puis des classes inversées. C'est-à-dire qu'on va vous demander de vous renseigner, d'essayer d'apprendre, et puis ensuite le cours, ça va être poser vos questions, essayer de résoudre tel problème, etc. Donc d'une manière générale, on sait très bien qu'il y a cet intérêt dans la forme d'apprentissage à entretenir. D'accord, alors je vais devoir vous arrêter là parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On vous a gardé un petit plaisir avant la fin, c'est la chouchoute. Alors vous avez eu pas mal de questions pendant cette heure de live. Ma question à moi, c'est laquelle avez-vous préférée? La mort subite, évidemment. Le pire cours, c'est ta préférée? Non, l'une des questions qui m'a particulièrement plu, c'est l'une des premières questions sur l'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, c'est à mon sens toute la force, l'une des grandes forces de cette école, à savoir d'être suffisamment souple pour proposer à ceux qui en sont capables et à ceux qui le veulent vraiment d'aller au bout de leur projet, et puis tout en les maintenant dans l'écosystème grande école, à savoir avec d'excellents profs, avec des étudiants de qualité, et puis dans une structure générale qui est porteuse. Votre chouchoute, Christophe? Moi, j'ai apprécié sa clé excentrée. Ok. On s'aperçoit que les gens ont l'impression qu'effectivement, Évry, c'est un peu loin de Paris, Saclay, c'est excentré, etc. Bon, je pense qu'il faut que les gens se préparent à travailler dans un monde qui est juste un petit peu plus grand. Et voilà, c'est très intéressant de notre point de vue, justement, de dépasser cet aspect local. Les gens vont travailler maintenant, y compris dans des petites entreprises, avec des clients partout dans le monde, avec des partenaires partout dans le monde. Donc, je pense que cette notion de centre et de décentrage, je trouvais que c'était... Ok, bon. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À plus.